Alors, je voudrais tout d'abord faire une petite précision d'ordre conceptuel. Je ne suis pas ici pour vous faire une application à la mer, à l'océan, de la théorie des biens communs, mais plutôt vous énoncer une proposition qui se décline plutôt sous l'angle de la gouvernance de l'océan, c'est-à-dire une manière de repenser le droit de la mer et les relations internationales maritimes. Alors, mon exposé va comporter deux temps principaux. Tout d'abord, quelques préalables maritimes et préalables juridiques. Je vais vous dire quelques mots de ce qu'est le droit de la mer. Et puis, on va passer au cœur du sujet, c'est-à-dire à l'océan bien commun de l'humanité. Je vais d'abord vous parler de la genèse de notre proposition, puis vous dire quel en est le contenu, et puis nous terminerons par les développements de cette proposition et son actualité. Vous avez employé l'expression « les océans ». Bien, je vais lui substituer l'océan au singulier. Et ce que je voudrais faire ressortir, et c'est peut-être le maître mot de ce qui va nous guider dans cet entretien, c'est que l'océan est unique. L'océan, ce sont des espaces d'eau salée qui sont en libre communication partout à travers le monde. À l'exception, bien sûr, d'un certain nombre d'étendues enserrées dans les terres, comme la mer Caspienne, comme feu la mer d'Aral, mais elles sont finalement assez rares. Sinon, les océans constituent l'océan et il est en communication. Et cette communication, ce n'est pas un terme abstrait. Les courants, la navigation, tout fait que l'on peut passer d'un océan à un autre. Et vous comprenez déjà à travers ce premier précepte l'importance des détroits internationaux et l'importance de la liberté de navigation qui est intrinsèque à cette unité de l'océan, et on va voir que cette unité de l'océan rejaillit sur son régime juridique général. L'océan, c'est plus de 70% de la surface du globe. J'enfonce quelques portes ouvertes, mais il est quand même bon de temps en temps de le rappeler. On parlait de l'eau comme bien commun, c'est 97% de l'eau. L'eau douce, ça n'est jamais que 3% de l'eau de la planète. 25 à 30% d'absorption des émissions de gaz carbonique d'origine anthropique. Et 50% des émissions d'oxygène. 50% de la production d'oxygène. Donc l'absorption de 90% du réchauffement d'origine anthropique, 90%, donc gaz carbonique plus réchauffement, acidification des eaux, dilatation des eaux et augmentation donc du volume de l'eau, fonte des glaciers et autres sources d'eau douce, et donc relèvement des niveaux des mers à des niveaux variables. Les prévisions du GIEC sont en permanence revues, hélas, à la hausse, menace sur les littoraux et risque de disparition de certaines îles. C'est pas un petit problème. À côté de cela, des enjeux considérables, c'est déjà un enjeu ce que je viens de dire, mais d'autres enjeux peut-être plus positifs, source peut-être inépuisable d'énergie. On parle beaucoup de l'éolien en mer, il y a aussi l'hydrolien, donc une énergie possible considérable, des ressources minérales au fond des mers, dont l'exploitation pose problème, puisqu'elle pourrait s'accompagner de destruction irréversible, et donc elle est en question. Une source ou un besoin de connaissance scientifique de l'océan qui est considérable. On connaît très peu finalement les mers. On connaît mieux, par exemple, au plan géographique, la surface de la Lune que les fonds des mers. C'est vrai. Transport de marchandises, j'énumère, mais c'est pour vous faire saisir toute l'importance du sujet. Transport de marchandises, 90% des marchandises sont transportées par voie de mer. C'est la mer qui est le principal facteur de la mondialisation, vous le savez. Et c'est pas fini. 98% des données informatiques passent par les câbles sous-marins. L'actuel conflit en Europe de l'Est a rappelé cette vulnérabilité. L'alimentation, un apport considérable en protéines. Les ressources génétiques que l'on est en train de découvrir, qui font l'objet d'une grande négociation pour la colonne d'eau de la haute mer.
et donc des promesses de ressources pour les médicaments qui sont extrêmement importantes. Je n'insisterai pas sur l'importance de la mer au plan de la défense et de la sécurité. Mer de Chine, bon, je ne vais pas donner trop d'illustrations, mais vous voyez bien qu'il y a des enjeux géopolitiques et géostratégiques majeurs avec la mer. Et enfin, la diplomatie. La mer s'est mise en contact. Êtes-vous bien conscient, par exemple, que la France a une dizaine de voisins terrestres, mais plus de 30 voisins maritimes. Donc c'est une occasion de rayonnement de contact qui est tout à fait considérable. Et dans tout ça, le droit de la mer. Vous êtes-vous posé la question de l'inexistence d'un droit de la terre? On parle du droit de la mer, je pense que vous en avez tous un peu entendu parler, mais on ne s'est jamais posé la question de l'existence, ou plutôt de l'inexistence d'un droit de la terre. Pourquoi n'est-il pas le droit de la terre? Je me garderai bien de rentrer dans ce sujet peut-être philosophique, en tout cas au plan géographique, au plan juridique. La terre est morcelée pour des raisons naturelles, pour des raisons politiques, et un régime juridique unique de la terre n'est pas envisageable, il n'a d'ailleurs même pas été imaginé en vie. Par contre, le droit de la mer existe. Il est d'ailleurs d'institution assez récente, au moins au plan écrit. Il était fondé jusqu'en 1958 et 4 conventions de Genève. Il était fondé largement sur la coutume, laquelle coutume était largement empreinte du droit de la guerre navale. Les espaces maritimes, espace de souveraineté, espace de contact, espace de combat, enjeu de domination, enjeu de circulation de marchandises et de circulation de forces navales. Vous voyez immédiatement la conflictualité qu'il peut y avoir dans la mer, et donc toutes les attitudes, toutes les règles de droit qui se sont forgées à travers ces conflits ou à travers ces frictions, fussent-elles commerciales. 1958, 4 conventions de Genève. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce processus parce que ce n'est pas le cœur de mon propos. Et nouvelle convention en 1962, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui est encore en vigueur et dont nous allons fêter au mois de décembre le 40e anniversaire. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous le 5 décembre à l'amphifauge de l'école militaire où l'Académie marine et l'Institut français de la mer organisent un colloque sur les 40 ans de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ce sera extrêmement important. Alors, qu'a fait cette Convention des Nations Unies, adoptée il y a 40 ans à Montego Bay en Jamaïque, après une dizaine d'années de négociations difficiles, et négociations qui ont vu le monde se transformer. 1958, nous sommes entre nations, disons, occidentales, riches. C'est un entre-soi maritime. 1962, la décolonisation est intervenue. Le nombre de nations aux Nations Unies s'est multiplié par, je ne sais pas, 2, 3, 4. Toutes ces nations indépendantes ont un autre regard sur la mer et ne conçoivent pas la mer simplement comme un outil de circulation maritime pour les flottes de commerce ou les flottes de guerre, ou pour aller pêcher, mais elles le conçoivent aussi comme un territoire à s'approprier en vue d'acquérir et de conserver des richesses. Donc une autre conception apparaît. Alors qu'a fait très rapidement la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer? Eh bien, elle a défini le régime juridique des espaces maritimes et le régime juridique des activités qui se passent en mer, et donc la responsabilité des États, de tous les États d'ailleurs, qu'ils soient côtiers ou non, vis-à-vis de la mer. Obligation, responsabilité de ces États. Premier gros travail de la Convention, ça a été de définir les espaces maritimes. Alors, ce sont des définitions qui étaient traditionnelles. On a toujours eu des mers territoriales. La mer territoriale, c'est l'espace de souveraineté des États, mais la Convention a fixé sa profondeur à 12 000 marins, qui est une profondeur maximale. Et jusqu'ici, les États avaient eu beaucoup de mal à s'entendre sur cette profondeur de la mer territoriale.
et elle a institué ou conforté le régime du droit de passage inoffensif, ce qui veut dire liberté de circulation, que j'ai moi le droit, moi y compris porte-avions Charles de Gaulle, de traverser ton espace sous souveraineté dans des conditions inoffensives. Ça veut dire que je ne vais pas tirer au canon, je ne vais pas mettre mes avions en l'air, je vais passer discrètement, mais si j'ai besoin de passer c'est toi, je passe c'est toi. Je ne sais pas si vous représentez ce que ça peut considérer, ce que ça peut représenter par rapport à la souveraineté d'un État. On me demande toujours, si je me promène avec mes chars et que je vais en Espagne, je vais quand même demander l'autorisation. Là, une force navale peut traverser une mer territoriale. C'est un peu exceptionnel, mais ça peut se faire. Donc c'est pour que vous représentez. Mais surtout, la grande invention de la Convention sur le droit de la mer, c'est l'institution des zones économiques exclusives. Ces zones s'étendent jusqu'à 200 000 marins, et ce n'est pas un espace de souveraineté au singulier, mais c'est un espace dans lequel l'État exerce des droits souverains au pluriel. C'est-à-dire qu'il a la possibilité, l'exclusivité de l'exploitation des richesses de cette zone, et il a des juridictions, c'est-à-dire des attributions, et notamment la responsabilité de la protection de l'environnement dans cette zone. Finalement assez révolutionnaire, mais qui est une idée toute simple. C'est de dire que ce n'est pas seulement la haute mer qui doit être le bien commun de l'humanité, c'est l'ensemble des espaces maritimes. C'est naturel pour la haute mer, puisque c'est une res nullius transformée en res communis. La mer en général, c'est pas une res nullius. Elle est sous la souveraineté des États. Ils y ont des droits, et voire une notion de propriété sur ces espaces. Et donc, faire de la mer, de l'océan, le bien commun de l'humanité, c'est se heurter de plein fouet avec la notion de souveraineté, un véritable coup de butoir. Alors je vais faire une précision sémantique. Nous n'avons pas employé, nous aurions pu, ou nous aurions peut-être dû employer l'expression de patrimoine commun de l'humanité. On ne l'a pas fait pour la raison que je viens de vous indiquer, c'est que ce terme était en quelque sorte préempté par la Convention, qui en a fait une application tout à fait précise, juridiquement écrite dans une partie 11 de la Convention, avec des institutions, la zone, donc le lieu, une autorité de gestion, l'autorité internationale des fonds marins, et la Convention aurait même imaginé une entreprise pour gérer cela, pour gérer ces fonds marins internationaux, en tout cas les ressources minérales des fonds marins internationaux. Donc on ne pouvait pas parler de patrimoine commun. Et on a donc parlé de bien commun, et si je peux dire, nous avons employé l'expression bien commun un peu par défaut, mais en tout cas pas avec un investissement conceptuel dans la notion de bien commun. C'est la raison pour laquelle on a un petit peu foncé dans le bien commun sans réaliser, enfin, je force un peu le trait, qu'il y avait derrière cette notion de bien commun un appareil conceptuel, scientifique, extrêmement important. Alors, bien sûr, on ne l'a pas fait en toute innocence, on s'est quand même un petit peu documenté, on a vu ce qu'étaient les commons, la tragédie des communs, on n'est pas parti de zéro, mais on n'est quand même jamais allé très loin dans la définition des biens communs. Et comme je vous l'ai dit au tout début de mon propos, on n'est pas là pour faire une application à l'océan de la théorie du bien commun, mais on est là pour définir un nouveau régime des espaces maritimes sous l'égide des biens communs. Donc c'est une vue un petit peu différente. Ça ne veut pas dire qu'on ne se soit pas intéressé à la notion de bien commun. On a réuni avec le CNRS sous la houlette de Françoise Gaille tout un séminaire sur le bien commun, donc on y a réfléchi après coup, mais je dirais que ce n'est pas notre champ de manœuvre. Notre champ de manœuvre, il est plus dans le domaine de la gouvernance, et c'est pour ça que je vais vous parler maintenant du contenu de la proposition d'océan bien commun, de ce principe de responsabilité, parce qu'il faut quand même essayer d'être un tout petit peu concret.
La mise en œuvre de ce principe de responsabilité devant l'humanité passe, ou doit passer, par la création d'une citoyenneté maritime, laquelle se décline en 3 propositions. Première proposition, donner aux ONG un rôle officiel. Elles jouent déjà un grand rôle dans les relations internationales, mais un rôle officiel, ce qui suppose qu'elles aient des statuts homogènes, fondés notamment sur la transparence financière. Deuxièmement, le recours encadré aux réseaux sociaux comme un vecteur de l'expression citoyenne. Troisièmement, et ça serait, je ne dis pas que c'est plus immédiat, mais c'est plus concret juridiquement, l'accès des citoyens à la justice maritime internationale, à l'image de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous savez que les citoyens, les individus, n'ont pas accès à la justice internationale. On ne peut pas porter plainte devant la Cour internationale de justice, par exemple. Ça, on ne peut pas la saisir, nous, individus. Les juridictions internationales, ce sont les États qui se jugent entre eux, qui se font juger par des juges, mais ils le font le plus souvent sur la base d'un volontariat qui est exprimé de façon ponctuelle ou de façon conventionnelle dans des traités. Une des exceptions, peut-être à ma connaissance, l'exception la plus notable, c'est l'accès des citoyens, quand ils mettent en cause un État pour mauvais traitement dans des, je ne sais pas moi, dans une prison, un procès qui s'éternise, donc déni de justice, c'est de traîner l'État devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, ce n'est pas une juridiction universelle, elle, c'est une juridiction qui est associée au Conseil de l'Europe, pas à l'Union européenne, au Conseil de l'Europe, mais c'est une juridiction à laquelle, suivant des conditions bien évidemment qui ne sont pas libérales, qui est accessible aux citoyens. C'est vraiment une exception. Bien, ce que nous proposerions, c'est que les citoyens maritimes puissent attraire un État devant le tribunal international du droit de la mer, qui est la juridiction créée par les Nations Unies pour le droit de la mer. Oui, c'est une utopie, on parlait tout à l'heure d'utopie, et quand nous avons inventé cet océan bien commun de l'humanité, nous l'avons fait au cours d'un colloque à la Maison des Océans, ou la Maison de l'Océan, rue Saint-Jacques, en octobre 2015, et nous avions intitulé ce colloque « L'océan bien commun de l'humanité, une utopie pour le XXIe siècle ». On y est. On est dans l'utopie, mais l'utopie doit être concrète ou doit amorcer un début de réalisation. Un début de réalisation, j'en ai un exemple qui date du Grenelle de la mer. Vous savez que le Grenelle de la mer s'est caractérisé par la rencontre d'institutions de l'État, des collectivités territoriales et aussi des citoyens représentés par des associations et des syndicats. Et on appelait ça 5 collèges. Eh bien, cette ingénierie de concertation a été institutionnalisée dans un certain nombre d'institutions maritimes pour établir une concertation à laquelle, enfin, les citoyens sont partis. On retrouve cela, par exemple, dans les conseils maritimes de façade. Il y a 4 conseils maritimes de façade en France. Ils vont, par exemple, discuter de planification de l'espace maritime et d'implantation d'éoliennes en mer, avec le succès relatif que l'on connaît. Ça n'a pas joué, mais on a réussi à vendre cette affaire au Quai d'Orsay, qui a fait sauter le mot humanité pour pas que ça ressemble trop au patrimoine commun de l'humanité. Et le Quai d'Orsay disait, on va introduire la notion de bien commun, comme ça, chacun aura eu l'impression qu'il a gagné quelque chose dans la négociation. Donc c'était un argument de séance fondé sur la notion de bien commun. Et puis il y a d'autres considérations qui font que l'humanité n'est pas toujours présente dans notre. Mais je viens de vous expliquer à travers la question de la délégation combien nous considérons que l'humanité est importante. L'humanité disparue du discours, l'emploi du bien commun semble s'inscrire dans un phénomène dont je me demande si ce n'est pas un recours rituel
a une expression qui a d'autant plus de succès que l'on reste évasif sur son contenu. Donc plus on parle de bien commun, moins le bien commun a de signification. C'est un petit peu l'impression que j'ai ou la crainte que j'ai. Le bien commun pourrait-il se diluer dans l'océan des bonnes intentions et dans celui des mauvaises? Voilà, il est donc nécessaire d'associer l'océan bien commun à des projets concrets et à des échéances. Nous avons une échéance qui est UN Conference, donc la conférence des Nations Unies sur la mer, sur l'océan, qui sera organisée par la France en 2025. Et nous avons deux propositions à faire que je ne développerai pas parce qu'elles seraient trop longues, qui seraient une COP océan. Vous avez tous entendu parler des COP climat et de la COP biodiversité. Nous promouvons une COP océan et nous promouvons aussi une sorte de GIEC pour l'océan. Françoise Gaille est porteuse de ce projet qui s'appelle l'ALPOS. Voilà, c'est avec ces perspectives et ces acronymes que je clôt mon débat en vous remerciant de votre attention. Au XVIIe siècle, où le commun, c'est un système vernaculaire ou codifié, d'un point de vue juridique, formel ou informel, sur une sorte d'équivalence entre, un équilibre plutôt, entre des droits d'usage, de prélèvement, et un système d'obligations réciproques pour permettre l'accès équitable et pérenne à une ressource matérielle, en l'occurrence. Alors, ce qui est intéressant par rapport au problème soulevé par M. Fillon tout à l'heure, c'est qu'il disait effectivement, si on a, sur des définitions, par exemple, bien commun, l'océan bien commun de l'humanité, il disait, c'est une visée totalement utopiste pour le XXIe siècle. Moi, je distingue, ayant beaucoup travaillé avec Édouard Glissant notamment, l'utopie, il faut s'arrêter un petit peu là-dessus. L'utopie, soit on dit c'est utopiste, c'est-à-dire c'est un vœu pieux sans lendemain, soit on dit, si on dit c'est utopie, c'est un vœu pieux sans lendemain, soit on dit c'est utopiste. C'est-à-dire, l'utopie est un levier d'action. Des gens auraient dit que l'abolition de l'esclavage est totalement utopique. Il y a eu des modes opératoires pour faire en sorte qu'on arrive à l'abolition de l'esclavage au XIXe. La sécurité sociale, c'était totalement utopique à la fin du XIXe siècle. Vous voyez? Donc, il nous faut distinguer, dans la vision utopique, les utopies qui nous semblent réalisées, et puis les nouvelles utopies émergentes, où, là, pour la question des océans, on est sur un dilemme qu'il a bien exposé. C'est-à-dire, on a effectivement en haute mer des libertés de circulation, mais on a quand même, chaque État souverain, comme il disait, a un rapport à l'océan qui est médié par un intérêt de type qui n'est pas collectif forcément, qui est plutôt un rapport instrumental. C'est-à-dire, nous avons un rapport instrumental à l'océan aujourd'hui. C'est-à-dire chaque État a des prérogatives en termes de droits d'usage, qui ne sont pas des droits d'usage gracieux, qui sont des droits d'usage commerciaux, les plateformes pétrolières, l'accès à des ressources sous-maritimes, la préemption d'aires maritimes pour l'exploitation souvent sans mesure des ressources halieutiques. Et ce qui me semblait suggérer, c'est avec le bien commun de l'humanité, ça fait surgir une chose. Est-ce que nous sommes capables? Parce que quand les gros mots parlaient de l'eau, on parle, non pas. C'est toujours le problème qu'on a. On parle tout le temps en termes de ressources. Mais pour nous, l'eau, les forêts, l'air, ne sont pas des ressources. Ce sont nos sources de vie pour l'ensemble du régime du vivant. Et M. Fillon soulevait bien le problème de savoir est-ce que si on faisait bien commun patrimonial de l'humanité l'océan,
il y aurait peut-être une tentative de sanctuarisation d'aires maritimes pour la préservation de la biodiversité, comme on dit. Hein? Ça supposerait que juridiquement, nous construisions pour la première fois à l'échelle de nos humanités, depuis des milliers d'années, une juridiction spécifique qui construise un rapport des êtres humains, un rapport non instrumental à la nature. Sachant que, je le rappelle, la nature pour les philosophes grecs, c'est tout ce qui n'a pas été produit, fabriqué, créé par les êtres humains. Les communs remontent à une tradition d'accès aux ressources naturelles qu'il y avait au Moyen-Âge, hein, et qui s'est vu mettre un coup d'arrêt en Angleterre, ça a commencé à apparaître en Angleterre, puis après ça s'est développé partout avec des enclosures. C'est-à-dire qu'en gros la privatisation des endroits où chacun pouvait se rendre naturellement et accéder à un certain nombre de ressources, et ça a créé beaucoup de misère et des révoltes, ça a été très problématique. Donc voilà, donc ça date, enfin ça s'inscrit dans cette logique-là, et on appelait ça à l'époque les commons, donc on a gardé cette appellation des commons. Alors il y a Emile Armstrong qui a remis à jour ce sujet-là, qui a beaucoup travaillé dessus, qui a eu son prix Nobel là-dessus, et qui a défini les communs avec trois grands attributs. Le premier attribut, c'est une ressource, carrière. Deuxième attribut, c'est une communauté. Et le troisième attribut, c'est une gouvernance partagée. Alors, très rapidement, donc une ressource, ça peut être effectivement les déclinaisons locales de tous les biens communs qu'il peut y avoir, parce qu'un bien commun, on en parle au niveau mondial, bien souvent, ils ont des traductions locales. Donc la ressource peut être un bien commun. Mais ça peut être plus largement tout ce qu'on considère comme important pour une communauté locale. Ça peut être un foie, par exemple, si on considère qu'on doit avoir un accès partagé. Ça peut être aussi peut-être des connaissances locales, qui sont aussi un bien commun. Ça peut être également... à la voir. Comment ? À la voir. À la voir, etc. Donc ça, c'est connaissances, enfin, ces ressources se déclinent de cette façon-là. Autre aspect qu'il peut y avoir, c'est qu'effectivement, une communauté, donc la particularité de ces biens communs, c'est qu'ils sont des communs, pardon, c'est qu'ils sont souvent locaux. Et pas forcément, parce que si on est sur un logiciel, par exemple, c'est l'autre exemple que je voulais donner, on est sur des communautés qui ne sont pas forcément locales. Donc ça se pose, quand c'est pas local, souvent c'est que c'est immatériel. Et troisième aspect, c'est cette notion de gouvernance. Et ça, cette notion de gouvernance, elle est fondamentale, parce que quand on est sur des petits biens, c'est des biens qui sont maîtrisables, on est souvent sur des petites communautés, et la logique de gouvernance ouvre à une troisième voie. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on est dans une société où tous nos biens sont gérés soit par l'État, donc on parle aujourd'hui de biens d'État, ou soit sont gérés par le privé, c'est des biens privés. Et les communs ouvrent une troisième alternative qui ouvre à plein de possibilités. En gros, moi j'ai tendance à dire, aujourd'hui on est dans une logique où on nous dit dormez tranquille, à citoyens, l'État et le marché s'occupent de vous. Et on nous a dépossédés, on nous a aliénés de toutes nos compétences politiques et sociales autour de ça. Et le commun est une façon de se réapproprier notre pouvoir, non seulement de décider, mais aussi surtout notre pouvoir d'agir. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est un peu ce que je développe aussi dans mon dernier livre, dans la logique de société contributive. On doit passer d'une démocratie, enfin qui est un peu une démocratie électrique, à une démocratie délibérative et contributive. Et les encore plus récemment, on a tous vu ces images de la dévastation causée par l'ouragan Ian en Amérique du Nord. Et là encore, il y a des liens très forts entre le changement climatique anthropique, le réchauffement de la planète, et les caractéristiques de ces cyclones tropicaux, de ces ouragans, leur intensité et leur fréquence, la quantité d'eau aussi qui est apportée par ces ouragans. Et on voit que ce sont ces événements extrêmes qui frappent le plus nos sociétés. Et si on s'éloigne encore un peu plus, très récemment aussi, vous avez entendu parler de cette mousson incroyable qui a touché le Pakistan avec évidemment des impacts très forts sur les sociétés, des déplacements de populations inimaginables. Et donc ce sont ces événements qui nous font réaliser l'importance du changement climatique, qui nous font réaliser aussi la nécessité de tout faire, d'atténuer ce changement climatique autant que possible et de nous adapter à ce changement climatique autant que possible. Je
Je continue à vous donner quelques ordres de grandeur sur le changement climatique et puis ensuite on parlera de l'océan. Voilà une figure du dernier rapport du GIEC qui vous montre la vitesse à laquelle la Terre se réchauffe. Vous l'avez ici sur la droite. En surface de notre planète, les températures ont augmenté d'un peu plus d'1 degré depuis la période pré-industrielle. On est à 1,1 degré sur les 10 dernières années, quasiment à 1,2 degré aujourd'hui. Et il faut mettre ça dans le contexte des objectifs de l'accord de Paris, de limiter le réchauffement à 1,5 degré, si possible, 2 degrés sinon par rapport aux températures pré-industrielles. Vous voyez aussi ici remis sur un contexte des derniers 2000 ans, comment le réchauffement de la planète qu'on est en train de vivre est exceptionnel au regard des variations naturelles de la température reconstruite sur les derniers 2000 ans. Si maintenant on s'intéresse, je vais vous montrer ça, à l'évolution régionale de ces anomalies de température, vous avez ici les données de température qui nous permettent de produire la courbe que je viens de vous montrer. Et on voit depuis les années 1930, 1940 et surtout à partir des années 60 et 70 la Terre qui se réchauffe et qui va se réchauffer, vous le voyez ici, de façon assez hétérogène. Très forte variabilité naturelle derrière ces tendances au réchauffement. Et ce qu'on voit très bien à partir des années 80, 90, 2000, c'est cette emprise du réchauffement sur l'entièreté de la planète. On voit quand même des choses intéressantes, les impacts du changement climatique sur l'océan et sur ses écosystèmes dans un deuxième temps, et puis je vous montrerai d'autres menaces qui pèsent sur l'océan. On a parlé des pêches tout à l'heure, je vous montrerai aussi quelques résultats scientifiques qui vous montrent l'évolution de ces menaces. Alors oui, quel est le rôle de l'océan dans le changement climatique? Deux points importants. Je vais vous montrer que l'océan absorbe de la chaleur de façon importante. Il absorbe aussi du CO2 émis par l'homme. Et donc, parce qu'il absorbe de la chaleur et parce qu'il absorbe du CO2, on peut dire que l'océan limite et atténue la vitesse à laquelle le changement climatique se développe. Sans l'absorption de chaleur et sans l'absorption de CO2, le changement climatique serait beaucoup plus rapide et beaucoup plus intense que ce qu'on observe. Alors, on commence par la chaleur, avec d'abord quelques ordres de grandeur, et puis je vais parler de méthodes scientifiques ensuite pour vous montrer comment on sait tout ça. Voilà un extrait du dernier ou du précédent rapport du GIEC, qui vous dit que le réchauffement de l'océan constitue en fait l'essentiel de l'augmentation de la quantité d'énergie additionnelle dans le système climatique en lien avec l'augmentation des gaz à effet de serre. C'est l'essentiel de l'augmentation, et vous avez les ordres de grandeur sur la droite, c'est plus de 90% de cette énergie additionnelle qu'on trouve dans le système qui est absorbée par l'océan. Vous voyez, l'atmosphère c'est 1%, donc l'augmentation des températures de l'atmosphère c'est 1% de cette augmentation d'énergie. Vous avez 3% qui vont faire fondre les glaces continentales, mais la majorité se retrouve dans l'océan. Donc si on veut suivre le changement climatique, c'est très bien de mesurer la température de l'air, mais il faut aussi mesurer la température dans l'eau, pour bien comprendre, dans l'eau de mer, pour bien comprendre où on retrouve cette énergie additionnelle. Et donc vous avez les mêmes quantités ici, mais sur les derniers 40 ou 50 ans, avec l'évolution de ces quantités d'énergie en 10 puissance 21 joules, ici stockées dans l'océan, avec en bleu clair et bleu foncé la quantité d'énergie stockée dans l'océan de surface, dans l'océan profond, et puis en orange, blanc et violet la quantité d'énergie qui réchauffe l'atmosphère et qui fait fondre les glaces. C'est plus compliqué de mesurer la température de l'océan. Les courbes de température que je vous ai montrées tout au début, température de l'atmosphère, température de l'air, on les construit grâce à toutes les stations météorologiques qui ont été positionnées sur les continents depuis des dizaines d'années par les météorologues. Pour l'instant, plutôt des bonnes nouvelles d'un point de vue climatique. On peut dire que l'océan répare en partie les dommages qu'on a fait au système climatique. Mais malheureusement, le revers, c'est ça, le revers de la médaille, c'est que cette absorption de chaleur et cette absorption de carbone modifient de façon très significative les propriétés océaniques. Et donc je vais vous montrer dans un instant comment cette absorption de chaleur et cette absorption de carbone modifient évidemment la température de l'eau et la chimie de l'eau de mer, et que tout ça impacte les écosystèmes. Et vous allez voir qu'en fonction des différents scénarios pour le XXIe siècle, les impacts attendus sur ces propriétés physiques, chimiques et biologiques sont très différents. Alors en parallèle de l'augmentation des températures de surface, on a déjà parlé des températures de mer, on peut aussi montrer que l'océan se réchauffe. Oui, on a une illustration avec les vagues de chaleur marine récentes. L'augmentation de l'énergie qu'on a dans l'océan cause une augmentation de la température de l'eau de mer. Et cette augmentation de température de l'eau de mer, elle a beaucoup d'impacts, et elle va en particulier modifier la circulation de l'océan. Elle va ralentir un certain nombre de courants, cette augmentation de température, et elle va rendre l'océan plus stratifié, moins bien mélangé en surface. Pourquoi plus stratifié? Parce que des eaux plus chaudes sont moins denses,
Et donc vous avez des eaux plus chaudes en surface qui sont moins denses et donc qui vont moins bien se mélanger avec les eaux qui sont sous-jacentes. Et donc cette augmentation de stratification peut avoir beaucoup d'effets sur un certain nombre de processus dont je parlerai dans un instant. L'augmentation de température, elle cause ce que M. Filon nous a décrit également, ce qu'on appelle la dilatation de l'océan. L'eau plus chaude et moins dense occupe plus de volume. Et donc cette augmentation de température conduit à une augmentation du niveau des mers. Et donc le niveau des mers augmente parce que la température augmente, mais aussi parce que la glace continentale fond. C'est à peu près moitié-moitié aujourd'hui, ce qui est lié à la dilatation thermique et ce qui est lié à l'augmentation de la fonte des glaces continentales. Et donc là, vous avez l'évolution de l'augmentation de la surface moyenne de l'océan, à peu près 20 cm depuis un siècle, et on s'attend à une augmentation de ce niveau des mers plus importante au cours du XXIe siècle, qui va beaucoup dépendre des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, si je reste sur ces ordres de grandeur, 20 cm de niveau marin, 1 degré d'augmentation de la température, vous n'êtes pas frappé par ces valeurs. 1 degré de température, 1 degré d'augmentation de température, qu'est-ce que ça représente par rapport aux variations saisonnières, aux variations diurnes, c'est tout petit. 20 cm d'augmentation du niveau des marins, là aussi par rapport à une tempête, aux vagues, c'est petit. Un endroit où, une zone en tout cas où on se rend bien compte de ce que représente cette augmentation de température d'un degré, c'est l'océan Arctique. Et vous voyez ici, en une trentaine d'années, on a perdu à peu près la moitié de la surface de banquise en été. C'est à ça que ça correspond à un degré de réchauffement, c'est la perte de la moitié de la banquise en été, avec des impacts substantiels sur les écosystèmes de ces régions-là, mais aussi sur les populations humaines qui vivent en bordure de l'océan Arctique. Donc moins 50% de la banquise en été, avec des impacts aussi sur l'épaisseur de cette banquise et des rétroactions importantes sur le système climatique. Donc voilà un bref aperçu des modifications de la physique de l'océan. Si je continue à se développer sur la trajectoire qui suit depuis quelques décennies. Donc oui, certaines de ces projections sont alarmistes, et c'est notre rôle de scientifique aussi de mettre ces éléments à disposition des politiques et du public évidemment. Beaucoup de travaux également sur les récifs coralliens, avec la double menace liée à l'augmentation de température qui conduit à ces épisodes de blanchissement. Les coraux perdent leur symbionte, deviennent tout blancs, et si ces épisodes se répètent plusieurs années de suite, les coraux finissent par mourir et vont être remplacés par des algues. Et puis l'effet de l'acidification qui conduit aussi à une déstabilisation, à une fragilisation des squelettes coralliens et donc des récifs coralliens eux-mêmes. Et donc là aussi des projections qui montrent que dans un scénario où la température augmente fortement, où l'acidité augmente fortement, une disparition d'un grand nombre de récifs coralliens. Je ne vais pas terminer sur quelque chose d'aussi sombre, mais laissez-moi encore 5 minutes et puis ensuite on discutera de choses plus positives, parce qu'on a besoin d'entendre des choses plus positives. Il y a d'autres menaces qui pèsent sur les océans. La pêche et la surpêche, dont on a déjà parlé. Quelques ordres de grandeur, la pêche c'est 80 millions de tonnes par an qui sont prélevées dans l'océan. 20% des protéines animales et une importance économique clé, 200 milliards de dollars par an. Et vous avez ici l'évolution des prises de pêche depuis les années 50, qui ont fortement augmenté, de 20 millions de tonnes jusqu'à 80 millions de tonnes. Et on a un plateau depuis le début des années 90, sans doute pas parce qu'on pêche plus durablement, mais principalement parce qu'on a effondré un certain nombre de stocks. Et donc on a beau pêcher plus fort, plus loin, plus profond, la quantité totale de biomasse retirée de la mer est très similaire parce qu'un certain nombre de ces stocks se sont effondrés. Et c'est le cas en particulier avec cet exemple emblématique de la morue du Camino en Atlantique Nord-Ouest, où vous voyez les stocks se sont effondrés à partir des années 70. Et malgré un moratoire sur cette pêche, en raison de la durée de vie de ces organismes, de la complexité de l'écosystème, on n'a pas de retour de ces populations de poissons dans les zones qui ont été surpêchées.